est l'objectif numéro 1. Discussion à Paris sur le Proche-Orient. Invité du journal, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Boutros Ghali. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À nouveau, un climat de tension en Pologne et davantage peut-être encore autour de la Pologne. Le comité central du parti au pouvoir à Varsovie n'hésite pas à employer un ton alarmiste. Le sort du pays est en jeu. De leur côté, les capitales occidentales lancent à l'URSS avertissement sur avertissement. En gros, ne touchez pas à un cheveu des Polonais. C'est un peu ce qu'a dit Jimmy Carter hier, rejoignant en cela la position de Ronald Reagan. Washington vient de récidiver il y a une demi-heure en lançant un appel plus général encore à tous les pays de l'Est. L'OTAN avait fait la même chose hier, comme l'Union de l'Europe occidentale, et le gouvernement britannique, vient-on d'apprendre. Bref, chacun agite la menace d'intervention pour mieux conjurer le sort. Une sourde inquiétude entretenue par les manœuvres à la frontière polonaise. L'étau des troupes de l'armée rouge et du pacte de Varsovie se resserre sur toutes les frontières de la Pologne. À l'est, les divisions soviétiques des secteurs baltiques, Biélorussie, Carpates, soit 500 000 hommes, auraient été placées en état de super alerte depuis quelques jours. Moscou a formellement démenti aujourd'hui toute alerte ou renforcement du dispositif militaire existant, mais au même moment, Washington affirme qu'il y a un accroissement sans précédent des préparatifs des forces soviétiques à la frontière polonaise. À l'ouest, une bande de 40 km de profondeur le long de la frontière de la RDA a été interdite aux observateurs occidentaux jusqu'au 9 décembre, motif officiel des manœuvres prévues de longue date. Mais de sources britanniques, on indique ce soir que les réservistes de l'armée est-allemande ont été rappelés, les milices ouvrières alertées, ainsi que les 20 divisions de l'armée rouge stationnées en RDA. De plus, à la frontière sud, des troupes tchécoslovaques, hongroises et russes seraient sur le pied de guerre, tout comme les 2 divisions soviétiques déjà stationnées en Pologne même. Aucun doute ne semble possible, les troupes nécessaires pour une intervention militaire en Pologne sont en place, prêtes à s'élancer, le doigt est sur la détente, il ne manque plus que la décision politique d'appuyer. Oui, finalement, il n'est aujourd'hui que les Chinois pour ne pas croire ouvertement à la menace. De même d'ailleurs que les Polonais. On exagère les menaces d'intervention étrangère, dit aujourd'hui dans l'Humanité le nouveau vice-premier ministre catholique. Cela dit, il y a quand même cette petite phrase du porte-parole du comité central du PC à Varsovie il y a une demi-heure. Les communistes pourraient être amenés massés à la frontière polonaise. La seconde, que leur mise en mouvement est imminente. Troisième chose qui inquiète Washington au plus haut point, l'arrivée au bureau politique polonais du général Moczar, car c'est lui, d'après les analyses américaines, c'est lui et lui seul qui en dernier recours pourrait faire appel aux soviétiques pour rétablir la légalité socialiste en Pologne. Enfin, dernier point, les Américains affirment que pour l'instant, aujourd'hui, le Kremlin n'a pas encore pris la décision, c'est-à-dire la décision politique de rentrer en Pologne. Alors, dans ce contexte tout à fait alarmant, que peuvent faire les Occidentaux ? On l'a vu, ils ne ménagent pas depuis plusieurs jours les mises en garde solennelles et officielles aux soviétiques et M. Edmund Muskie, le secrétaire d'État américain, a averti très clairement le Kremlin. Consequences from the point of view of the West, I think, have been made clear to the Soviet leadership in a number of through a number of channels. Bien sûr, il n'est pas question de leur part d'intervention militaire. Les seuls moyens de pression efficaces à court terme, c'est la suppression des crédits financiers et de l'aide alimentaire et plus de négociations sur le désarmement auquel les soviétiques tiennent tant. Cependant, les soviétiques, depuis l'élection de Ronald Reagan, ont manifesté très clairement leur volonté de renouer le dialogue avec Washington. Mais en étant bien persuadés d'une chose, le nouveau président n'aura certainement pas les faiblesses que l'ancien Jimmy Carter a eues. En un mot, pas d'intervention en Pologne ou ailleurs si vous voulez négocier. C'est en tout cas la première fois depuis très longtemps que les Occidentaux sont aussi fermes dans leur mise en garde, et c'est aussi la première fois que les Soviétiques ne parlent pas d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Et c'est peut-être là un signe, un petit signe encourageant. Oui, quand j'ai été coupé, je vous faisais part de cette petite phrase un peu inquiétante du porte-parole du comité central du parti ouvrier polonais, c'est-à-dire le parti communiste au pouvoir. Il disait les communistes polonais pourraient être amenés à solliciter une aide militaire de la part de ses alliés, autrement dit l'URSS, au cas où l'État socialiste serait en danger. Alors évidemment, on s'est un peu inquiété. Cela dit, il y a une petite précision du porte-parole un petit peu plus tard dans cette conférence de presse qui vient de se terminer il y a à peine un quart d'heure. Personne ne veut
que la nation polonaise est à appeler l'URSS à son secours. Personne ne demandera inconsidérément une aide pour défendre donc la Pologne contre une menace étrangère. C'est ce que vient de dire le porte-parole du comité central du Parti ouvrier polonais. Et c'est dans ce contexte que l'on a assisté aujourd'hui à un détournement d'avion auquel on n'aurait peut-être pas donné cette importance en temps normal. Il s'agit d'un appareil des lignes aériennes polonaises que vous allez découvrir, si tout va bien, l'appareil de la LOT, donc, détourné ce matin sur Berlin-Ouest par un Polonais. L'avion s'est posé sur l'aéroport militaire de Berlin-Ouest, l'aéroport américain. Il est aussitôt reparti pour la Pologne, mais sans le pirate de l'air, qui a été remis à la police de Berlin-Ouest après s'être constitué prisonnier. Comme tout au long de la semaine, notre second regard à l'étranger sera pour l'Italie. L'Italie qui pense ses plaies après le tremblement de terre. Ses plaies politiques tout d'abord. Il y a eu cet après-midi au Parlement un grand débat sur les différents scandales nés de cette catastrophe et sur le sort qu'il faut réserver aux sinistrés. Doivent-ils ou non être conduits à quitter le pays? Autre grand sujet de polémique, l'attitude lamentable de la pègre napolitaine. La mafia a déjà volé des tonnes de vivres et de matériel destiné aux survivants. On dit même qu'elle va jusqu'à enlever des enfants sans parents pour les revendre à des familles adoptives. Sans aller jusqu'à là, l'enquête de Gérard Rinet, sur place, est déjà accusatrice. Denis et Jean ont 20 ans. Ils sont tous les deux au chômage. Bouleversés par les premières images du séisme que nous avons diffusées, ils décident de se rendre utiles en acheminant en Italie des vivres et des médicaments collectés par les radioamateurs de Perpignan. C'était le début d'une belle aventure. Nous les avons rencontrés ici, dans ce camp, à Avellino, 3 jours après, plein d'amertume. Avant Genova et après Genova, qu'on a été arrêtés par la police. Ils nous ont fait décharger à pas de course tous les médicaments qu'on avait portés parce qu'il n'y avait pratiquement que des médicaments et des couvertures, oui, quelques couvertures et un peu de nourriture. Et ils fouillaient tout notre chargement avec le pied. Et ensuite, quand ils ont vu qu'il n'y avait rien d'intéressant pour eux, ce que je pensais, hein, eh bien, ils sont partis. De toute manière, ils n'avaient pas demandé de papier ni rien. En poursuivant leur route, ils apprendront que 2 camions partis de la même ville qu'eux, remplis de vêtements, ont été stoppés à Gênes. La marchandise confisquée par des policiers et les chauffeurs priés de quitter la ville. La cargaison, leur a-t-on dit, devait être acheminée à Naples par bateau. Ils ne sauront jamais qui étaient ces policiers. Leur étonnement ne faisait que commencer. Nous avons vu les arrivages. Il y avait des arrivages effectivement de vêtements, de nourriture et de médicaments. Et ils triaient, ils faisaient des tris, ils prenaient uniquement, ils emballaient uniquement les choses neuves. Ils les mettaient en sachet, scotchés. Les choses usagées qui étaient ou des couvertures ou des manteaux qui pourraient tenir chaud, même qu'il y ait des trous, ça fait rien. Ils foutaient ça à la poubelle. Carrément, plus de la moitié était jetée et la nourriture, carrément, tiens voilà. Hein. Décidés à savoir ce qu'étaient devenus ces secours, ils se sont rendus sur le port de Naples. Nous les avons suivis. Aucun bateau n'est arrivé, aucun n'était annoncé. La marchandise avait sans doute disparu. Pas pour tout le monde. À la préfecture, le chef des carabiniers nous a confirmé l'existence de nombreux trafics. Depuis une semaine, nous avons arrêté une 40aine de personnes, ceux que nous appelons ici des chacals. C'est tout le milieu délinquant de Naples qui a réalisé qu'il y avait là un énorme profit à faire. Ils se sont organisés, de faux policiers ou secouristes, détournent et volent les convois. Ces trafiquants vendent même des cercueils à 4000 francs, alors qu'ils sont distribués gratuitement. Denis et Jean sont repartis quelque peu écœurés. Le tremblement de terre n'a pas aboli les structures sociales, et nul doute que des mafias locales ont déjà mis en place un système d'extorsion des capitaux débloqués. Ici encore, les précédents sont là. Le chacalisme a ressurgi dans le vocabulaire quotidien de Naples. Et à Paris, un escroc a également été arrêté après avoir commencé une collecte de fonds et de matériel qu'il voulait détourner à son profit. Le Conseil de l'Europe, réuni hier et avant-hier à Strasbourg, prépare tout un programme sur la prévision des tremblements de terre. Et en Alsace, hier après-midi, l'Alsace qui est une zone sismique délicate, un exercice hors sec a été déclenché à Ville, dans le Bas-Rhin, un exercice décidé avant le tremblement de terre italien.
Argentine, manifestation ce matin devant l'ambassade à Paris. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles Catherine Deneuve, Yves Montand et Michel Piccoli, ont protesté une nouvelle fois contre les disparitions dans ce pays. C'est la 114e manifestation de ce genre, tous les jeudis, avec ténacité. Espagne, regain de tension entre Paris et Madrid. Le Quai d'Orsay a jugé inadmissible les propos du ministre espagnol de l'Intérieur hier, qui avait reconnu l'existence d'un modeste réseau d'informateurs au Pays Basque français, autrement dit des barbouzes chargés de rabattre ou d'abattre carrément les activistes basques espagnols sur le territoire français. Jean-François Degnaud, qui était notre invité aujourd'hui dans Antenne de Midi et qui a été ambassadeur à Madrid, a commenté pour nous le problème. Mais la règle du jeu, c'est que vous cherchez asile et que vous ne vous servez pas de la France comme base d'opération contre un autre pays. Ça, c'est absolument contradictoire. Et donc, je crois que sur ce point-là, nous devons être très fermes. Maintenant, qu'un pays voisin fasse des opérations de police, n'est-ce pas, clandestines, parallèles, ou je ne sais pas comment on dit, sur notre territoire, il ne faut pas l'admettre. Et donc, les Espagnols soient de temps en temps irrités, assez profondément irrités, parce qu'un attentat qui a été commis en Espagne se trouve être revendiqué publiquement dans un communiqué à vous, à l'AFP ou à un journal français. Exactement, je comprends que ce soit tout à fait irritant, mais le problème basque, il est quand même d'abord un problème espagnol. Proche-Orient, dédramatisation à la frontière jordano-syrienne. Les Syriens affirment avoir retiré leurs troupes. Les Jordaniens attendent de voir si c'est bien vrai. Israël, un attentat à Jérusalem ce matin, 2 personnes blessées, et le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Shamir, qui était aujourd'hui à Paris, a rencontré son homologue égyptien, M. Boutros Ghali. L'entretien qui aurait paru exceptionnel il y a 3 ans et qui devient presque banal aujourd'hui. M. Boutros Ghali qui est avec nous en direct ce soir, est-ce que vous ne craignez pas que cette élection récente de Ronald Reagan sonne pour vous le glas des accords de Camp David ? Non, je ne pense pas, dans la mesure où les intérêts américains sont permanents. Les présidents peuvent changer, mais les intérêts demeurent. C'est quand même Jimmy Carter qui avait fait tout pour vous réunir, Égyptiens et Israéliens donc, et sur lequel vous misiez beaucoup, vous comptiez beaucoup en sa victoire. Mais vous savez, Jimmy Carter nous a aidés à négocier avec les Israéliens, nous avons adopté ensemble les accords de Camp David, nous avons passé 18 mois à négocier, mais les principes de cette négociation sont les mêmes. C'est les résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité en novembre 1967. C'est la résolution 242. Donc les principes sont toujours les mêmes. Les modalités peut-être vont changer, mais les principes ne changent pas. Mais vous savez quand même que Ronald Reagan a été élu en partie grâce aux voix juives. Vous ne craignez pas qu'il radicalise sa position vis-à-vis de vous? Écoutez, il ne faut jamais tenir compte des déclarations pendant une période électorale. Ce qui compte, ce seront les actions et les textes qui ont été signés, aussi bien par les Américains que les Israéliens que les Égyptiens. Qu'est-ce qui va se passer pour l'État palestinien? Parce que les négociations avec Israël, pour l'instant, sont au point mort, ou presque. Écoutez, notre but, c'est de créer un régime transitoire, de créer une autorité palestinienne, de mettre fin à l'occupation militaire des territoires qui ont été occupés après le 5 juin 1967, donc mettre fin de l'occupation militaire en Cisjordanie et à Gaza, et une fois cette autorité palestinienne constituée, commencera une nouvelle étape de négociation entre cette autorité palestinienne et les Israéliens. Mais que vous a dit M. Shamir, votre collègue israélien, tout à l'heure? Il vous a dit encore une fois non? Non, il ne nous a pas dit non du tout, au contraire, et nous sommes d'accord qu'il faut maintenir le momentum, qu'il faut maintenir la dynamique de la paix. Sur Jérusalem maintenant, Jérusalem capitale d'Israël, pour les Israéliens, tous les Arabes, les pays arabes, à l'exception du vôtre pratiquement, refusent très vigoureusement cette mesure et vous isolent encore un peu plus. Mais écoutez, notre position sur Jérusalem est très claire. Nous considérons que Jérusalem arabe fait partie de la Cisjordanie et conformément à la résolution 242, Jérusalem arabe doit retourner au monde arabe. Enfin, donc il n'y a pas une différence entre notre position et la position des autres États arabes. Sur le conflit syro-jordanien qui semble s'être un petit peu dégonflé aujourd'hui, vous craignez un regain de tension au Proche-Orient ou au contraire il vous arrange? Non, certainement pas. Il nous préoccupe. Nous tenons à avoir la paix. Nous ne voulons pas que la paix se limite à une paix entre l'Égypte et Israël, mais nous envisageons une paix globale, une paix entre la Jordanie et Israël, la Syrie et Israël. Et évidemment, pour pouvoir réaliser cette paix globale, il faut mettre fin au conflit interarabe. Merci, M. Boutros Ghali, d'avoir été notre invité ce soir.
Rejet dans la nuit en France du projet de loi sur le travail à temps partiel dans la fonction publique. Le RPR s'est en effet abstenu pour protester contre la procédure du vote bloqué. Et tout à l'heure, au Palais Bourbon, le président de la Commission des Finances, Robert-André Vivien, a demandé une enquête sur les œuvres sociales d'EDF-GDF. Le président du Sénat, quant à lui, Alain Poher, a aujourd'hui été réélu président de l'Association des maires de France. Parti communiste, l'ancien correspondant de l'Humanité à Varsovie, Pierre Ly, écarté du PCF, il avait appelé à ne pas voter pour Georges Marchais. Parti socialiste, satisfaction après sa victoire au partiel. Les forces existent pour un puissant rassemblement contre la politique giscardienne, affirme le bureau exécutif du PS. Enfin, majorité, le jugement sévère d'André Diligent, le secrétaire général du CDS, sur le gouvernement. Trop de ministres font figure de technocrates éclairés et suffisants, dit-il. Alors au-delà des petites phrases, un débat qui se développe au plus haut niveau de l'État sur la priorité à donner à la politique économique, la lutte contre l'inflation. C'est ce que disait hier le chef de l'État. Aujourd'hui, son Premier ministre s'est réjoui devant les sénateurs de la majorité. Philippe Sassier, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un même discours? Alors pourquoi est-ce qu'on en parle de cette divergence? Comme par hasard, eh bien, ce débat intervient au lendemain des législatives partielles où l'UDF elle-même a reconnu son échec. Alors l'idée fait son chemin, la potion Barre est un petit peu trop amère et les électeurs en ont profité pour recracher certains des candidats de la majorité. Dans cette même majorité, souvent d'ailleurs proche du président, on entend tantôt dire Raymond Barre il va trop fort, les Français ont mal, tantôt il y va trop lentement pour l'inflation, et les charges de cavalerie contre la vie chère sont devenues une guerre de tranchées. Puis chacun a remarqué que le président de la République, pour parler de l'inflation, avait d'abord choisi une plateforme européenne, internationale, c'est-à-dire le Conseil européen, et puis une caisse de résonance nationale, le Conseil des ministres. De là la question, y a-t-il divergence? Alors on peut essayer d'y répondre par trois autres questions. La première, est-ce que M. Giscard d'Estaing vient de découvrir l'inflation? Bon, ben, en principe, non. Si c'est un mal français, c'est aussi à souhaiter. C'est un phénomène international qu'il connaît parfaitement bien. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que notre inflation, à ses yeux, cache certaines des réussites qu'il aimerait voir un peu plus reconnues, notamment le franc ou bien les améliorations dans l'industrie. Deuxième question, est-ce que Raymond Barre pouvait aller plus vite? Oui. Madame Thatcher a brutalement refroidi la hausse des prix en Angleterre, mais elle l'a payé pour un seul mois 200 000 chômeurs supplémentaires. 100 000 chômeurs, c'est un chiffre à méditer. Enfin, troisième question qui est fondamentale, peut-on brutalement changer de politique? C'est-à-dire, est-ce que Raymond Barre est une espèce de père fouettard, et quand le père fouettard sera parti, est-ce que Valéry Giscard d'Estaing peut-être ouvrira les robinets, peut-être un Père Noël? Ben, écoutez, c'est oublier un petit peu ce que personne ne nie aujourd'hui, c'est-à-dire la hausse des prix du pétrole, la récession en Amérique qui semble se poursuivre, le ralentissement économique dans toute l'Europe occidentale. Mais en fait, ce que le président de la République semble avoir voulu dire, c'est qu'il s'occupait lui-même, ou qu'il allait s'occuper lui-même de ce problème. Et que si les politiques économiques devaient tenir compte de la hausse des prix, toutes les politiques économiques devaient tenir compte de cette hausse. En fait, il a aussi joué une carte politique. Regardez, a-t-il dit, nous avons fait mieux jusqu'à présent que les autres en matière de croissance économique, alors on va essayer de faire mieux que les autres en matière d'inflation. Or, s'il n'y a pas de nouveau choc pétrolier, vous savez que l'OPEP se réunit à Bali, si le dérapage actuel des salaires s'arrête, eh bien il est possible que les prix français commencent effectivement à se ralentir. Automobile, un accord inattendu entre Volkswagen et le japonais Nissan, ceci quelques semaines après les mises en garde d'un front qui aurait dû être uni les constructeurs automobiles européens. Nous reparlons de Raymond Barre qui demain va présider la conférence agricole annuelle, une réunion importante qui aura cette année pour but essentiel d'essayer de compenser le recul du pouvoir d'achat des agriculteurs, moins 6,2%, je vous le rappelle. Jean-Luc Almejane vous dit ce que l'on devrait débloquer demain. L'argent qui va être débloqué demain pour permettre aux agriculteurs de récupérer leur pouvoir d'achat devrait se répartir de trois manières. La première, ce sont les aides directes, ou si vous préférez, les subventions. Devraient toucher ces subventions les éleveurs et les producteurs de fruits et légumes, alors que les betteraviers et les céréaliers qui ont connu cette année une très bonne récolte ne toucheront pas ces subventions. Deuxième mode de répartition, le remboursement des intérêts concédés aux agriculteurs, et notamment aux jeunes agriculteurs. Troisième mode de répartition enfin, ce que le ministère de l'Agriculture appelle les investissements porteurs de progrès pour l'avenir. On entend par là notamment la réorganisation du marché des fruits et légumes. Mais la question qui se pose est de savoir quelle va être la somme qui va être allouée demain. Les organisations professionnelles réclament 4,8 milliards,
alors que le ministère de l'Agriculture, lui, préconise 3,5 milliards, estimant avoir déjà aidé les jeunes agriculteurs, notamment, pour s'installer, et aussi avoir favorisé une augmentation de 20% cette année des retraites agricoles. La réponse, on la connaîtra demain, et ce sont plus de 1,2 million chefs d'exploitation qui sont plus ou moins concernés. À Valençay aujourd'hui, une rencontre plutôt rare entre scientifiques et politiques à l'invitation du Parti socialiste. Une centaine de savants et de médecins, de chercheurs et de biologistes réunis autour du professeur François Gros à essayer de réfléchir avec les politiques sur la science demain. De Larzac à Paris et Plogoff à Clamart. Quelques paysans du Larzac se sont groupés aujourd'hui sur une péniche sur la Seine. Et 50 militants du comité de défense de Plogoff ont occupé pendant 8 heures les bureaux de la direction de l'EDF à Clamart. Enfin, à Brière, en Meurthe-et-Moselle, 3 magistrats ont reçu un avertissement pour avoir critiqué publiquement le projet Perfit. Nous allons maintenant reparler de chevaux à ce stade du journal. Nous avons souvent parlé des conditions scandaleuses de transport des chevaux de boucherie destinés à la France. Il nous restait une brèche par laquelle se sont engouffrés certains bouchers chevalins ou maquignons du sud-ouest de la France. La contrebande en provenance d'Espagne, ce que du côté des Pyrénées on appelle poétiquement le travail de nuit. Cette importation clandestine ne concerne qu'un petit nombre de chevaux, mais il y a risque de maladie, comme nous le démontrent Pierre Bresse et Jean Lebert. Ce sont des chevaux de réforme de l'armée espagnole ou de picadors. Malgré leur état souvent lamentable, ils intéressent encore les maquignons basques. Allez, donne-la, je vais encore. Allez, va. La vieille, je l'ai dans l'avant. Non, la vieille, je ne veux pas la vieille. Eh ben, c'est ça. Vous les achetez mais sans papier à ce moment-là. Ah oui, de toute façon, c'est sans papier. De toute façon, c'est sans papier. Et on vous demande pas d'explication quand on vous voit en promenade avec un cheval qui a une marque espagnole? Non. Jamais? Non. À partir du moment où ils sont en France, c'est très courant, quoi. Basques espagnols et basques français sont unis depuis toujours. Les accords de Facérie, signés régulièrement entre les maires de Sarre et de Vera, autorisent certains échanges depuis le Moyen-Âge. Les troupeaux, par exemple, peuvent à loisir aller de la Navarre espagnole aux Pyrénées basques pour changer de pâturage. La frontière, délimitée par des bornes en pierre, semble symbolique. Sur 32 km, Sarre est une véritable enclave en territoire espagnol, le berceau de la contrebande. On a baptisé Sarre la Mecque de la contrebande parce qu'ici, cet échange de vallée à vallée n'est pas considéré vraiment comme la contrebande. À tel point que, moi qui suis maire de Sarre depuis 30 ans, je n'ai jamais entendu le mot contrabanda, qui serait contrebande. On dit Gahuascolana, ça veut dire le travail de la nuit. Sauf bien que si on est pris, il faut payer une amende, c'est leur façon de payer les impôts. Il y a une vingtaine d'années, l'Espagne était un réservoir de chevaux important, quand brusquement la peste équine ravagea la plupart des élevages, arrêtant ainsi immédiatement l'exportation des chevaux de boucherie vers la France. Ensuite, l'Espagne s'équipa d'abattoirs et n'envoya que de la viande réfrigérée. Mais cela n'arrêta pas la contrebande des chevaux vivants. Il faut dire que ils passent par des endroits très difficiles. Ils sont attachés le licol de l'un à la queue de l'autre par des endroits difficiles pour échapper à des saisies, et il y en a quelquefois. Alors on les retrouve sur les marchés d'Ailettes ou d'Espelette, ces chevaux-là, on en trouve quelques-uns. On en trouve quelques-uns. Je pense que la contrebande, on ne va pas la supprimer, il y en aura toujours. Qu'est-ce que c'est comme race, ça? Allemand, français, portugais. Espagnol aussi. Ils viennent d'Espagne, ceux-là? Ah, ça, ils ne l'ont pas dit. Regardez, demandez-leur. Et ils vont vous dire, on n'est pas contrôleur, on n'est pas des douanes. Ici, les questions sont inutiles. Chacun se sent concerné et la contrebande, c'est avant tout la loi du silence. Puisque nous parlons chevaux, la transition est inévitable. Le quartet, et en voici les résultats. Le 12, le 2, le 6 et le 1. Les rapports viennent tout juste de me parvenir. Ils n'ont pas eu le temps d'être inscrits au synthétiseur. Ils sont gros, plus de 350 000 francs dans l'ordre et près de 30 000 francs dans le désordre. Incendie, un nouvel incendie dans un hôtel américain. Ça s'est passé cette fois à New York, plus exactement dans la grande banlieue, à White Plains. Il y aurait au moins 23 morts et des dizaines de blessés. Je rappelle qu'à Las Vegas, on avait dénombré 84 morts. Sport avec la suite du critérium de la première neige à Val d'Isère. Cette fois, les Françaises Perrine Pellen et Fabienne Serra se sont mieux comportées. Vous allez voir comment avec Daniel Cadal.
Deuxième manche du slalom géant en piste, l'Allemande Irene Eplé. Elle était troisième à l'issue de la première manche, à 36 centièmes de sa compatriote Christa Kinshofer et à 38 centièmes de Perrine Pelen. Irene Eplé réalise le meilleur temps de la seconde manche et l'emporte dans le temps de 2 minutes, 16 secondes 92 centièmes. La piste est longue de 2000 mètres, 48 portes à effacer, un dénivelé de 310 mètres. Deuxième de la première manche, Perrine Pelen se classe également deuxième de l'épreuve, à 57 centièmes d'Eplé, un début de saison prometteur. Troisième, Christa Kinshofer. Quatrième, la Française Fabienne Serra. Cinquième, Marie-Thérèse Nadi, qui prend la tête de la Coupe du Monde. Demain, sur Antenne 2, en direct à 11 h, vous pourrez suivre la descente, messieurs. Voilà, vous avez redonné à Christine Paris la voix qui n'était pas très masculine, donc de Daniel Cazal. La page culturelle de ce journal sera plus fournie que d'habitude. Elle s'ouvrira sur la sortie du dernier Woody Allen, Stardust Memories. Un Woody Allen, c'est toujours un événement. France Roche est donc là pour le commenter. Elle n'est pas là apparemment. Bien, j'espère que Dans ça va Stardust Memories, Woody Allen, pour la première fois, a engagé comme interprète une comédienne française, Marie-Christine Barrault, et ses 2 enfants, non sans crainte. J'essaye de travailler avec mes amis parce que cela me simplifie la vie. Des amis comme Michael Murphy, Louise Lasserre ou Diane Keaton, par exemple. Si je dois chercher des personnages typés comme dans Intérieur, donc travailler avec des étrangers, mais dans ce film ils l'étaient tous, sauf Diane Keaton, je choisis des gens que je crois les meilleurs, mais cela me rend très nerveux, très inquiet. Je crains qu'ils ne me créent des problèmes, qu'ils ne se montent la tête, mais finalement, ils sont tous très gentils. Marie-Christine aussi a été gentille. Dans Stardust Memories, tout s'est bien passé. La preuve. La première scène qu'on a tournée était avec énormément de figurants. Ils ne pensent pas du tout avant. Je ne crois pas que ce soit le genre d'homme qui prépare un plan avant, se dire je vais le tourner comme ça. Il arrive vraiment sur le tas. Et il commence à voir les gens qui sont là, prêts à tourner, qui peuvent tourner ou ne pas tourner. Et il les prend. Et peu à peu, il sculpte vraiment l'image. Il l'a fait exister devant nous. Dans tout le film, Woody se moque cruellement de Woody, de son travail, de ses amours, de sa célébrité. Vous allez voir. Everybody is just ecstatic that you're here this weekend. The turnout is tremendous. And you know, these film culture weekends are just absolutely fantastic. They are getting so popular. Do you know you're going to love our screening facilities? When I had my Orson Welles weekend here, you know what he told me? He said that I had the best sound and projection system he'd ever seen, bar none, believe it or not. He did. That's what he's... Oh, this is Mr. Payson, our chairman, and Mrs. Payson. They adore you. We love your work. My wife has seen all your films. I especially like your early funny ones. Dick LaBelle, I'm with the museum film department. We have a collection of more than 20,000 prints. This is my friend Libby. She thinks you're a genius. Libby just did a definitive cinematic study of Gummo Marx. Interestingly, he's the one Marx brother that never made any movies. Hello. Glad to have you here. Voilà, et puis la remise tout à l'heure au Centre Beaubourg des grands prix nationaux dans de multiples domaines de l'art. Pour les lettres, c'est l'écrivain Michel Léris, mais fidèle à ses principes, il a refusé la distinction. Pour le théâtre, Suzanne Flon, que vous voyez ici. Pour la chanson, Claude Nougaro. Pour le cinéma, René Clair. Pour la danse, Claude Bessy. Pour le cirque, Jean Richard. Et pour la musique, Pierre Boulez. Enfin, pour la sculpture, César, des prix remis par le ministre de la Culture. Un nouveau journal sans frontières, un journal hebdomadaire pour les immigrés. Et puis, comme tous les jeudis soirs, la météo avec Laurent Broumel.
Oui, une météo assez compliquée pour ce week-end. La tendance, c'est quand même l'arrivée sur le pays d'air venant du nord-ouest, de l'air chargé de nuages et d'humidité. Ça veut dire qu'il vaudra mieux prendre son parapluie ce week-end avec un redoux léger demain, suivi d'un nouveau retour du froid samedi et dimanche. Alors demain, d'abord sur la Bretagne, le Cotentin, les côtes atlantiques, arrivée très rapide de beaucoup de nuages avec des pluies qui progresseront dans la journée pour s'étendre sur la majeure partie du pays jusqu'aux frontières du nord-est, le Massif central et l'Aquitaine, avec beaucoup de pluie localement et des averses de neige en montagne, légère remontée des températures. À l'avant de cette zone de pluie, c'est-à-dire dans le sud-est, eh bien toujours un temps instable avec des éclaircies, des nuages et puis quelques averses de neige en montagne. Ça c'est donc pour demain, pour samedi, que ça va donner ? Écoutez, tous ces gros nuages se retrouveront principalement dans la moitié sud du pays, donc avec des pluies et toujours de la neige en montagne, une légère remontée des températures tout de même, tandis que dans la moitié nord, nous aurons le droit toujours à des nuages, mais avec quand même quelques petites éclaircies et des averses de pluie momentanées et locales, et parfois même de neige, en particulier en hauteur. Dimanche, c'est ce temps-là qui va généraliser à tout le pays, toujours des nuages, quelques éclaircies encore, mais aussi toujours des averses de pluie et de neige, même en pleine mêlée, car les températures subiront une nouvelle baisse. Merci. Dernier journal présenté par Pierre-Alain à 23h30. Celui-ci est terminé, pardon pour ses imperfections. Nous nous retrouverons demain à 20h. Au revoir. J'espère que le micro n'est pas ouvert.